Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ et on va parler de la sèche et de la performance sportive. Mais tout d'abord, le générique. You can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. J'espère que tout le monde va bien les amis. Donc on commence par la première question qui nous a été posée pour cette FAQ. C'est pour ceux qui n'ont pas d'appétit le matin. Est-ce que c'est grave si on n'a pas son apport en protéines dès le matin? Alors, c'est une très très bonne question. Il faut savoir qu'on joue sur certains récepteurs en fonction du moment où on va consommer nos protéines. Et aussi, il peut y avoir une variable en fait, sur les protéines qui vont être consommées. Donc à l'instant T. On peut privilégier plusieurs sources de protéines en fonction de l'instant où on va les consommer. Après, est-ce que c'est, comment dire, irresponsable? Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai que tu te prives quand même d'un élément important, surtout si tu recherches l'anabolisme. Je pense que le repas du matin, moi, c'est vraiment le repas que je ne conseille pas de sauter, pour le coup. Vraiment, hein, c'est vraiment celui sur lequel vous pouvez mettre l'accent. Et je vous dis que plus je lis, et plus je me rends compte que tous les papiers, en réalité, vont dans ce sens-là. Donc, je vous encourage fortement à prendre votre petit déjeuner le matin. Je sais que il y a eu à un moment donné une mode de dire que non, il ne fallait pas, que c'était bien je sais pas si les gens ne parlaient pas du cortisol, de la dopamine, enfin bref, ils parlaient un peu de tout le système endocrinien, mais au final c'était quand même des raccourcis, et moi je vous recommande fortement en tout cas de consommer de la protéine le matin. Alors c'est Five qui nous dit, pour une amélioration de la puissance de frappe, la meilleure voie est-elle technique ou athlétique? Merci pour votre travail et votre partage. Ben, merci à toi. Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai que quand tu démarres, donc quand tu combats, etc., tu as souvent envie de gagner en puissance. Tu te dis, voilà, il faut que je travaille, il faut que je gagne en puissance, il faut que je gagne en vitesse, il faut que je gagne en précision, et ainsi de suite. Et on mélange un peu tout. Tu vois, moi j'ai beaucoup de mecs qui me disent, ouais coach, moi il faut que je prenne en puissance, est-ce que tu peux me faire un programme pour que je prenne en puissance, il faut que je gagne du punch, etc., etc. Sauf que le punch, mais malheureusement, on a tous comment ça s'appelle, on a tous une frontière limitante. Hein, tu peux pas tout le monde peut du coup être Mike Tyson. Vous vous doutez bien, ça serait trop facile, hein, ou Wilder ou Ngannou. Donc on est limité par le gain de puissance qu'on peut recevoir, même si on optimise tout. Par contre, par rapport à son potentiel propre, comme je dis souvent, là oui, on peut optimiser et du coup arriver à atteindre ses objectifs. C'est ça qui est primordial. Et donc c'est vers cette direction qu'il faut aller. Maintenant, ça dépend, pour répondre à ta question, ça va dépendre à quel moment tu es dans ta carrière. Si tu es un boxeur aguerri, effectivement, si ça fait peut-être 15 ans que tu fais de la boxe anglaise, par exemple, mais oui, si tu fais pas beaucoup de préparation physique, c'est du côté de la préparation physique peut-être que tu vas gagner. Ça va te bénéficier le plus pour ton spécifique. Ça, c'est clair et net. Par contre, quand tu démarres, l'aspect technique, il est primordial. C'est ce qui va te faire gagner le plus. Pourquoi? Parce que tu auras un meilleur transfert de poids, tu auras une meilleure coordination motrice, et donc tu seras beaucoup plus efficace sur tes frappes. Le jeûne intermittent qui fait monter la GH. Alors ça, écoute-moi bien. Ça, c'est, je sais même pas. La GH, déjà, les amis, si vous serez tous les effets biochimiques de la GH, je vous garantis que plus personne n'en parlerait de cette histoire-là, que ça fait monter la GH dans le jeûne intermittent. En fait, c'est exactement la même chose que de dire une voiture, ça va à 300 km/h. Ben non, une voiture, tu as des voitures qui vont à 80 km/h et tu as des voitures qui vont à 300 km/h. Ben c'est exactement pareil. C'est le même raccourci. En fait, la GH, déjà, il y a plusieurs GH. Il y a des récepteurs. Et c'est ça le plus important. C'est pas le fait de. Sinon, alors tout le monde jeûne et on est tous des Ronnie Coleman. Voilà. Donc en fait, c'est tout.
Le jeûne intermittent et la GH, c'est de la ça apporte rien, à peine de GH et tu l'exploites pas. Exactement, Mathis. C'est ça. C'est ce que je disais. En fait, le fait du coup de... C'est clair et net. En fait, les gens, je ne sais pas pourquoi ils se sont engouffrés dans ça. Enfin, je sais pourquoi. Hein. Je sais pourquoi. C'était pour faire la promotion du coup du jeûne intermittent. Donc, ils ont dit, oui, on augmente de 800% l'hormone de croissance. C'est extraordinaire. Vous n'avez plus besoin de prendre ça, etc. Non, mais je ne réponds pas pour toi, Sam. Je réponds pour tout le monde. mais au moins que les gens le sachent. Voilà. Et en fait, les gens ont tout mélangé. Ils ont fait un raccourci de fou. C'est pareil que pour la testostérone. Ils disent n'importe quoi, les gens. Ils disent ça fait monter la testo. Déjà, ça n'existe pas. Déjà, pour commencer, ça n'existe pas. De quel testo on parle? Est-ce qu'on parle de la testostérone? Est-ce qu'on parle de la testostérone libre? Est-ce qu'on parle de la testostérone biodisponible? Est-ce qu'on parle des récepteurs? Et les amis, c'est comme je vous dis, c'est exactement que le mec qui vous dit ça fait monter la testo, tu peux lui dire est-ce qu'une voiture va à 300 km/h? Ben, c'est exactement pareil. Il y a autant du coup de facteurs, il y a autant de voitures que de vitesse. Eh ben, c'est exactement le même principe. C'est la meilleure analogie qu'on peut faire. C'est comme un mec qui te dit moi j'ai acheté une voiture, c'est bon, je vais monter à 300. Non. Si t'as pas une Bugatti Veyron, mon gars, ben, tu resteras chez toi. Et tu iras à 90 km/h. Donc voilà les amis. Donc, mais ça permet, Sam, ta question a permis de répondre à tout le monde parce que ça continue à avoir ça continue d'avoir le vent en poupe. Hein. Il y a des mecs qui me sortent des trucs de ouf. Hein. Des mecs qui me disent oui, moi j'ai augmenté ma testostérone de 6 fois grâce au jeûne. Ah, mais mon petit. Tous les mecs qui font du jeûne, d'ailleurs, à haut niveau, les chercheurs, ils disent tous que le plus gros problème qu'ils ont, c'est la testo, d'ailleurs. Pas la testo, pardon, la libido. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux, effectivement. Alors, est-ce que les boissons énergisantes, type Monster, Red Bull, sans sucre, peuvent avoir un effet néfaste lors d'une sèche? Bon voyage à toi et à la team. Alors, c'est difficile à dire comment tu le formules, parce que tu me dis, est-ce que ça va avoir un effet néfaste? Il y a beaucoup de gens qui témoignent, qui disent que les Red Bull, alors je parle du Red Bull, je ne vais pas parler du Monster, qui disent que les Red Bull, ça leur ouvrirait l'appétit. Alors ça serait dû à quoi, je ne sais pas, parce que ça n'a pas un goût sucré spécialement en tout cas, mais que ça leur ouvrait l'appétit. Donc oui, j'ai envie de te dire, ça va contrecarrer. Maintenant, est-ce que c'est le Red Bull qui va te faire grossir? Non. Voilà. Ça aussi, on avait dit, pendant des années, les mecs disaient que le Coca Zéro, le Red Bull, enfin toutes les boissons où il y avait écrit sans sucre, ben en fait, ça envoyait un faux signal au cerveau, donc le cerveau faisait sécréter telle hormone, etc. Et là, donc la réponse au niveau du système endocrinien te faisait quand même... Non, les gars, bois, comment ça s'appelle, tu peux en boire du Red Bull, c'est parce qu'il va te... Sans sucre, je parle, hein. C'est parce que si ça fait 0 calories, ça fait 0 calories, hein. C'est parce qu'il va te nourrir. Hein. Alors, on nous dit un truc très important, aucun rapport, mais Vince Pitchell vs Bonfim est annulé. Bon, ça c'est triste. Hein. C'est triste, pour le coup. Donc, j'ai vu qu'ils n'étaient pas au poids, c'est ça, hein, visiblement, qui s'est passé. Hein. Mais je savais pas je pensais qu'ils allaient tomber d'accord, non? C'est ça qui s'est passé, parce que j'étais en train de bosser sur les questions, donc du coup... voilà. Vu que le Red Bull contient beaucoup de caféine, c'est un élément brûle-graisse. Mais ça fait monter le cortisol aussi, donc pas forcément top. Mais non, mais après, le cortisol, il ne faut pas le diaboliser, les amis. Hein. Ça aussi, hein, c'est une hormone qui a été diabolisée par tout le monde, alors qu'on en a besoin du cortisol. Si tu n'as pas de cortisol, tu ne sors pas de ton lit, par exemple. Donc non, le cortisol, il ne faut pas le diaboliser. Il y a un moment donné où tu dois le sécréter, effectivement, et on va dire qui est optimal, même si j'aime pas dire ça, hein, parce que ça dépend des individus. Mais moi, je n'ai jamais diabolisé le cortisol. Donc, et la caféine, après, vous savez très bien que malheureusement, on ne réagit pas du tout de la même manière. Donc, je ne pense pas que ces boissons auront un effet néfaste sur ta sèche, surtout si elles contiennent énormément de caféine. Mais au contraire. Par contre, attention, j'ai dit sur ta sèche, je n'ai pas dit sur ta santé. Merci Clément pour le contenu de qualité. C'est Hugo qui nous dit ça. Comment peut-on travailler son endurance musculaire sur le haut du corps? Exemple, des bras pour le JJB ou sport de préhension. Merci d'avance pour la réponse. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on confond tout. On va dire, voilà, moi, je veux gagner en endurance. Après, je vais gagner en endurance de force. Après, je veux gagner en endurance de percussion, parce que moi, je fais des sous-catégories. En endurance de préhension, et c'est totalement différent. C'est pas la même approche, c'est pas la même vision. C'est pas la même conception, en fait, de la planification et de la programmation. Et donc, du coup, c'est là où c'est difficile, parce qu'il faut réaliser des tests en amont.
Et en fonction de ces tests-là, bon, ça peut être un test de grippe, hein, par exemple, je vous donne un exemple, tu restes accroché à une barre, tu vas prendre tes données, à partir de là, tu vas établir un feedback, et à partir de là, tu vas établir un protocole pour essayer de progresser. Que ce soit sur tes saisies, par exemple, avec le kimono, ou le kumikata, quand tu es debout. En fait, voilà, tout ça, tu vas devoir le bosser, l'identifier, le quantifier, et après, derrière, tu vas mettre en place un protocole. Mais en général, il faut toujours essayer de, je ne dis pas reproduire le geste, mais essayer de reproduire la logique que tu pourrais rencontrer en combat, et que tu rencontres du coup, même pendant, par exemple, tes entraînements. Donc déjà, tu sais qu'il ne va pas falloir que tu fasses... alors, attention, parce que c'est ça le gros problème, en fait. Souvent, en prépa physique, il faut savoir que tout travaille en synergie. Le travail de force te fait gagner aussi l'endurance de force, parce que tu es plus fort. Donc c'est un peu un cercle vertueux de travailler toutes les qualités physiques. Pourquoi ? Parce que chacune se nourrit de l'une de l'autre. Et ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, si tu vas travailler spécifiquement l'endurance de force, tu sais que les répétitions, etc., va falloir que ça soit le temps sous tension surtout, va falloir que ce soit logique par rapport à ta discipline. Ismaël Bonfi m'a manqué la pesée. Oui, c'est ce que j'avais vu, mais je pensais que son adversaire aussi, mais il avait manqué de combien du coup alors ? Excusez-nous pour cette petite aparté, hein, c'était un truc prépa physique, c'est pas grave, on parle un peu aussi d'actualité. Alors, Toufik qui nous dit salut Clément, pour optimiser et maintenir sur le long terme la force, l'endurance musculaire et la vitesse, faire une séance par semaine dédiée à chaque filière, donc à chaque système, serait-il plus pertinent que de faire une périodisation pour chaque filière ? Un mois force, un mois d'endurance, un mois vitesse, par exemple. Merci à vous les coachs pour le travail. Alors j'ai sélectionné les questions que je trouvais les plus pertinentes. Ça aussi, c'est une très très bonne question parce que au final, on sait que plus ou moins tout fonctionne, mais ça va surtout dépendre de l'athlète que tu prépares. C'est-à-dire, si tu as un athlète, par exemple, qui débute, plus ou moins, si tu dissocies, ça va fonctionner. Mais parallèlement à ça, même si tu as un athlète qui est confirmé, mais qui va avoir un petit défaut sur un de ces systèmes, par exemple l'endurance de force, mais peut-être que si tu fais un programme spécifique aussi accentué, bien sûr que tu vas aussi le faire progresser. Maintenant, quand tu débutes, il faut savoir quelque chose que tout te réussit. Hein. Quoi que vous allez réaliser, ça va fonctionner en général. Moi, ce que je préfère, c'est... J'aime bien jouer sur tous les régimes. J'aime bien jouer sur un peu tous les systèmes. Maintenant, à chaque fois, j'ai une orientation. Par exemple, moi, je vais faire une orientation, attention. Hein. Ce n'est pas un programme spécifique. Je ne vais pas faire un programme spécifique endurance de force. Je vais faire une orientation endurance de force qui est totalement différente. Parce que ça va être, on va dire, juste une sensibilité. Et ça ne va pas être vraiment que accentué. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'entraînement généralisé est beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus pertinent. Et c'est plus ludique aussi. Parce que quand tu fais des protocoles de force de 6 semaines, ça se fait de moins en moins quand même. Mais à bout de moment, c'est relou, quoi. T'as pas envie, c'est saoulant, quoi. Donc voilà. Donc en fait, si vraiment, par contre, tu as un gros déficit en endurance de force, effectivement, tu démarres dans la préparation physique et tout, tu peux pousser sur tes protocoles d'entraînement et tu peux effectivement vraiment accentuer pendant une longue période, surtout si tu es dans une saison off. Par exemple, Abdoul qui ne combat pas normalement avant avril, même si il peut avoir une proposition aussi avant, hein, bien sûr. Mais là, on peut travailler sur des éléments qu'on ne travaillerait pas forcément pour sa préparation physique. Ou pour son spécifique aussi. Voilà. Donc, bien sûr que ça dépend de la date de tes échéances, le temps dont tu disposes et sur quoi tu veux mettre l'accent. Alors, ce n'est pas les vidéos qui ont le plus de succès, malheureusement. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on les fait pour les balaises. Bonjour, coach et les balaises. Peux-tu nous parler du statodynamique en préparation physique ? Quand et pourquoi l'utiliser de l'isométrie en prépa physique et de son utilité dans les sports de préhension, les sports collectifs, mais aussi dans la prophylaxie et la réathlétisation. Mais déjà, l'isométrie, l'avantage qu'il y a, c'est que tu mets une contrainte, mais sans... Alors après, ça dépend où tu la mets, la contrainte, je suis d'accord. Hein. Ça dépend à quelle partie du mouvement tu vas réaliser cette contrainte. Mais tu limites quand même vachement la casse. C'est-à-dire que tu peux entamer une réhab, tu peux entamer le fait de rebouger, le fait de ressolliciter, en fait, un groupe musculaire, en prenant très peu de risques. C'est ça l'avantage, en fait, selon moi, de l'isométrie.
Surtout quand tu travailles de façon prophylactique ou pour la réhabilitation. Le statodynamique, c'est que tu vas passer d'un mouvement, d'un régime de contraction à un autre. En général, les gens qui l'utilisent, ils l'utilisent en fin de préparation. Mais pour moi, le stato, tu pourrais même le faire tout le temps, en réalité. Peut-être pas à l'année, mais faire des petits rappels de temps en temps, je pense que c'est pas mal. Et comment faire le stato aussi, parce que le statodynamique, il y a un protocole, mais pour moi, tu peux le décliner à l'infini, en fonction des problématiques que tu rencontres dans ton sport, et des patterns de mouvement sur lesquels tu veux mettre l'accent. Parce que nous, souvent, on a l'héritage quand même du powerlifting. Hein. Les gens ils jurent que par le squat, le développé couché, le soulevé de terre, etc. Mais tu n'es pas obligé de t'aventurer sur ces mouvements-là. Tu peux être créatif après. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est des mouvements qui sont populaires parce qu'à la base, ils sont dans des compétitions. C'est ce qui les a rendus populaires. Hein. Donc voilà. Donc le statodynamique peut être utilisé, et l'isométrie, pareil, selon moi, c'est quelque chose qui peut être qui est vachement intéressant, surtout à la sortie d'une blessure, par exemple. Salut le roi des balaises. Quelle posologie pour la prise de collagène? J'opterai pour 25 et 30 grammes pour le sportif et 20 à 25 grammes pour le non-sportif. Merci pour le travail, c'est top. Après, ça dépend des gens, hein, bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est ce qui est recommandé aujourd'hui dans la littérature scientifique. Alors, pas tout le monde est d'accord. Hein. Vous savez qu'il y a ce problème d'assimilation. Il y a beaucoup de suppositions, mais ça reste quand même du bon sens de consommer du collagène. Ça reste quand même du bon sens, surtout qu'on a perdu. Vous savez, je l'ai déjà répété à maintes reprises, on ne mange plus d'abats, on ne mange plus tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, il nous en faut de plus. Moi, je pense qu'il nous en faut de plus en plus. Et tout est constitué aussi. En fait, surtout, le gros débat aujourd'hui, c'est la qualité et surtout la capacité qu'on a à l'assimiler qui fait débat. Mais il y a quand même des papiers qui vont dans ce sens-là. Maintenant, moi, ça me paraît logique. Hein. Et c'est un peu la même logique, selon moi, de la consommation de la protéine. Pourquoi en consommant la protéine, ça ne t'amènerait pas du muscle? Je vois pas ce qui pourrait venir interférer, en fait. Mais le collagène, c'est exactement la même chose. Même si c'est effectivement, les tissus conjonctifs, c'est beaucoup plus difficile de créer des phénomènes compensatoires, adaptatifs et du coup, positifs. Alors. Salut Clément. Tu n'es plus sponsor par Nutrimuscle? Eh bien non, mon ami. Maintenant, je suis chez MyProtein. Et d'ailleurs, j'ai mangé une Crispy Wafer. Ça, je vous le recommande. Hein. Crispy Wafer. Je l'ai éclaté. Non, blague à part, c'est que vous savez, il n'y avait plus de code. On n'avait plus de code du coup promo déjà, pour nos athlètes. Hein. Ça, j'en avais déjà discuté. Et surtout, maintenant, je rapporte. Depuis que j'ai parlé à mon ami, le façonnier, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est en train de faire une association, comme je vous avais expliqué. Mais je vous garantis que maintenant, je regarde surtout le rapport qualité-prix. Voilà. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir la meilleure matière première du monde. Si la transformation, elle n'est pas au millimètre, mais c'est comme si vous avez pris la plus mauvaise. Et comme personne ne te donne le nom de ces façonniers, eh ben, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas qui fournit qui. Et au final, j'ai appris tellement, parce que moi, je l'ai vu, la liste. Hein. Quand j'ai vu la liste de tout... Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, c'est l'inverse. Avant, je me méfiais des gros distributeurs. Donc, des grosses marques, hein, pour faire simple. Maintenant, je me méfie quand même des petites. Parce que les gros, ils ont quand même beaucoup à perdre. Les petites, c'est différent. Les petites, elles prennent un façonnier, elles ne font pas beaucoup de stock. Donc, elles ne peuvent pas avoir leur propre machine, etc. C'est très compliqué. Donc, voilà. Voilà, les amis. Alors... Salut, je ne sais pas si la question a été posée, mais la fenêtre anabolique, tu en penses quoi? Et la perte de gras localisée. Alors, la fenêtre anabolique, elle est beaucoup plus réduite que ce qu'on pouvait penser, contrairement à ce qui est dit. Alors oui, attention, hein, il y a des réponses. Il y a des réponses anaboliques qui peuvent durer jusqu'à 48 heures, mon gars. Même, je crois que je ne sais pas si j'ai pas vu 72 heures. Donc oui, mais ce n'est pas la fenêtre anabolique à proprement parler. En fait, elle est minuscule, la fenêtre anabolique, alors que tout le monde l'a élargie. Mais parce qu'il l'a élargi, parce qu'effectivement, tu as une réponse anabolique du corps humain qui est favorable après une contrainte. Mais moi, je parle d'optimisation. Et pareil pour ce que tu me dis sur la perte de gras localisée. Moi, je reste persuadé que ça existe. Et je sais que Gundy avait trouvé des papiers qui allaient dans ce sens-là. Mais moi, de façon très empirique, je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur mes athlètes. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tous les mecs, les lutteurs et tout que j'ai vus, ils avaient des particularités, des muscles qui étaient vraiment sollicités, du coup,
en lutte et tu t'apercevais immédiatement qu'ils étaient beaucoup plus dessinés, striés, ainsi de suite. Marco, on t'aime, moi aussi je vous aime. Ensuite, pour la sèche. Donc, comment trouver l'équilibre dans sa sèche? C'est ça la question qui revient souvent. Quand tu entames une sèche, c'est le plus dur. Non, c'est le plus dur. C'est comme une prise de masse. Il n'y a pas plus dur en fait qu'une prise de masse ou une sèche. C'est assez compliqué. Le problème d'une sèche, c'est que ça t'épuise. Et en fait, je me retrouve des fois à récupérer des mecs, ils étaient à 1000 calories. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, ils étaient à 1000 calories. Des fois, donc, quand je les mets à 2000 calories, par exemple, ou 2300 calories, les mecs me disent ah, t'es fou, je ne peux pas maigrir. Mais si, tu peux maigrir. Parce que c'est la balance entre l'apport calorique et la dépense calorique. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui. Il y en a qui disent que l'apport calorique, ça ne fait pas tout. Je suis d'accord. Mais là, je vous fais... c'est simple. Je ne vais pas commencer à m'aventurer. Voilà, ça ne fait pas tout, mais ça donne quand même un indicatif. Un indicatif qui est quantifiable, mesurable et du coup applicable tous les jours au terrain. Moi, je marche avec j'ai mes macros, mes micros, j'ai tout. J'ai un outil un peu plus poussé, mais je reste quand même sur mon apport calorique, je l'observe. Voilà. Et je vois. Et je me pèse tous les jours. Donc déjà, c'est d'arriver à avoir un apport énergétique qui te permet de perdre du poids, donc de sécher, tout en restant quand même performant à la salle. Et autre chose, troisième point, donc je rappelle, hein, le premier point, il faut qu'il te permette de perdre du poids. Le deuxième point, qui quand même que tu restes performant quand même à la salle, que tu ne sois pas mort. Et le troisième point, c'est qu'il ne te coupe pas, et c'est je pense le plus important quand tu es quelqu'un de lambda, c'est qu'il ne te coupe pas ta vie sociale. Le pire, je vous dis, tous les échecs, je dis bien, 99,9% c'est dû au contexte sur les diètes. Si vous allez dans des anniversaires, si vous avez des problèmes, n'importe quoi, c'est le contexte qui va vous faire échouer. Si vous vivez tout seul, et que je vous fais les courses, que je vous amène tout, qu'il n'y a que ça dans votre frigo, vous allez la tenir la diète. Par contre, si je vous fais la même chose et que je vous dis, je vous appelle, il est 20h, je dis, viens ce soir, on mange au resto, etc. Il y a Kevin, ça fait 3 ans que tu ne l'as pas vu. Allez, il est là et tout, de passage, tu feras la diète demain. Vous savez de quoi je parle, tout cela. Tout le monde se reconnaît là. Mais t'y vas, moi le premier, hein. J'y vais. Donc en fait, c'est le contexte. Et je vous le dis, hein, après avoir fait une compétition de bodybuilding, je vous certifie que là où ça a une incidence le plus, c'est sur le contexte. La vie de famille, la vie sociale, d'aller voir les gens, d'aller manger chez les beaux-parents et tout. Vous ne vous rendez même pas compte. Ça devient un enfer. Ça devient un enfer si vraiment tu veux tout optimiser. Et donc en fait, il faut que sur tes 3... Alors, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'en ai décliné 7. Mais là, je vais aborder les 3 principaux. Mais quand je fais des sèches aux gens, en coaching à distance, j'établis sur 7. J'ai un puzzle de 7 pièces, en fait. Mais là, je vous en donne 3. Mais déjà, si tu maîtrises ces 3-là, il ne faut vraiment pas que tu en sortes. Parce que si tu oublies, s'il y en a un des éléments qui ne tient pas, c'est foutu, les gars. C'est foutu. tu peux t'entraîner comme tu veux. J'en ai beaucoup qui me disent « Ah, coach mais je comprends pas, je fais bien l'entraînement, j'ai de l'énergie, je roule sur tout le monde, je fais des performances de fou et tout, mais j'arrive pas à sécher. » Parce que je t'avoue, la diète, c'est là où j'ai le plus de mal. Non mais les amis, je vous le redis, c'est là où on a tous le plus de mal. J'ai jamais vu un mec qui avait une facilité déconcertante à manger de façon comme un moine, limite, et qui n'arrivait pas à s'entraîner. Hein. Si tu arrives à te discipliner pour la diète, je te garantis que tu vas te discipliner pour la sèche. Parce que ça entraîner tout le monde, vous êtes tous capables dans le live de vous entraîner comme des lions. Moi, j'en suis sûr et certain. Par contre, manger convenablement pour réaliser, sans être tenté, sans sortir et tout. Et après, attention, hein, tu peux créer des stratégies, tu peux créer des tips pour continuer à avoir une vie sociale, pour continuer. Il y a plein de stratégies qui sont possibles à mettre en place. Hein, tu peux consommer tes repas un peu gourmand autour d'un gros entraînement, là où tu vas avoir une journée peut-être un peu plus dure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font quand même que tu peux conserver, mais il faut le prendre en considération quand tu réalises la diète de tes athlètes. Et c'est aussi pour ça que je ne fais pas ma diète, c'est Fred qui me l'a fait. Parce que moi, dans ma sèche, j'ai des hamburgers, hein, pour vous donner une idée. Alors attention, je ne dis pas que tu ne peux pas sécher si tu manges des hamburgers. Tu peux sécher si tu manges un hamburger par jour et que tu mangerais une autre, et que tu cours un marathon, que tu t'entraînes à la MMA, bien sûr que tu vas maigrir. Tu peux même manger un McDo si tu veux. Mais vous avez compris ce que je veux dire. On reste à la limite du raisonnable. Quelque chose d'applicable. Et voilà. Et si tu arrives à jouer sur ces 3 piliers, comme je vous dis, on va dire l'apport en termes de nutriments, le contexte
Et ouais, parlez là. C'est mort, il me dit. Il me dit, c'est mort, je l'ai vécu. Ah non, mais les gars, on l'a tous vécu. Je vous le dis, ne me dites pas ça, on l'a tous vécu. Et du coup, la performance. Donc le troisième point, c'est la performance. Restez performant. Avoir de l'énergie. Et si vous continuez à avoir de l'énergie pour votre vie de tous les jours et supporter la charge d'entraînement, ça sera beaucoup plus facile pour vous de tenir la diète. Alors, est-ce bon d'enchaîner 3 exercices sur un muscle, angles différents, dont 3 séries de 10-12 reps pour une prise de masse? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que tu peux, il n'y a pas de problème. Hello Clem, je fais du pied-point et des séances de muscu, le tout à hauteur d'au moins 5 fois par semaine. Tu penses indispensable de prendre de la créatine? Indispensable non, mais moi après la créatine je réagis très bien. Il n'y a pas tout le monde qui réagit à la créatine, mais moi la créatine en tout cas ça me fait vraiment, ça m'apporte énormément pour le coup. Que ce soit en termes de volume, que ce soit en termes de force, que ce soit même dans ma santé en général. Alors, tu as vu la vidéo de Greg MMA? Si oui, ton avis sur le sparring boxe anglaise. Alors, il faut savoir qu'en boxe anglaise, les amis, il faut savoir que la boxe... J'en parlerai avec Fred certainement de ça. Il faut savoir qu'en boxe anglaise, les mecs, pour vous dire, pour avoir fait pas mal de moi-même des mises de gang et tout, il y a cette culture quand même... en général, quand tu fais un sparring, c'est un sparring, quoi. Tu vois, c'est totalement différent. C'est pas comme... ils ont très peu de sparring souple en anglaise. Donc je ne suis pas étonné quand un boxeur, par exemple, tourne, qui lui, pour lui, du moment que c'est un sparring, il se met en condition de sparring. C'est limite un match pour les mecs en boxe anglaise. Hein. C'est limite un match. Donc sachez, il y a une différence de vision souvent entre le MMA et notre conception des randori ou des sparring, un peu comme en jiu-jitsu ou en grappling, et ce que tu peux retrouver en lutte aussi. Hein. Des fois, les mecs ne vont pas à fond non plus. Et ce que tu peux retrouver en boxe anglaise, effectivement. Alors qu'en pied-point, tu l'as pas. En taille, par exemple, c'est du jeu en thaïlande. Après, c'est une différence de philosophie, de vision, de posture, de sensibilité. Mais la boxe anglaise, ils sont connus. Hein, quand tu vois les sparring, on m'en a envoyé un il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui se passait dans un club à Montpellier, ça s'est envoyé sévère. Hein. Donc franchement, non, ça envoie de ça rigole pas, quoi. Alors, c'est quoi... une super question, ça. C'est quoi le pire entre surestimer son adversaire et le sous-estimer? Je pense quand même que c'est... je sais pas, hein, c'est difficile à dire. Parce que tu as des exemples pour tout. Si tu le sous-estimes, mais peut-être quand tu vas arriver contre lui... peut-être le fait de le sous-estimer, tu vas engager des actions qui vont le mettre en difficulté parce que tu le sous-estimes. Et à contrario, peut-être qu'en le surestimant, hein, tu vas te méfier, c'est du coup tu ne prendras pas le contre que tu aurais pu prendre. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas te mettre en danger. Donc les deux se tiennent. Les deux ont des arguments. Mais c'est une très très bonne réflexion. J'y ai jamais pensé à ça, mais effectivement... c'est difficile à dire, parce que tu peux trouver du bon pour les deux. Par contre, il faut essayer d'identifier le bon. C'est bien aussi de sous-estimer, hein, parce que tu te dis, je vais le jeter en l'air, je vais l'éclater, et quand tu te le dis, tu le fais des fois, tu vois. Parce que quand tu vas rentrer, par exemple en lutte, quand tu vas rentrer, tu vas pas te dire que le mec est capable de défendre. Donc tu vas rentrer comme un TGV, tu vois. Tu vas pas rentrer en te disant, il va défendre. Moi je le vois, j'ai des mecs qui défendent bien, surtout un en particulier. Et bien quand je rentre, je sais déjà dans ma tête que ça va être dur de le faire tomber. Donc ça me freine un peu. Tu vois, je ne suis pas à 100% quand je rentre. Je le sens en fait dans moi. Parce que je me dis, ça va être dur. Tu vois. Donc pourquoi alors que si je le sous-estimerais, peut-être que je ferais le petit pourcentage de plus qui fait que, à mon niveau à moi, en tout cas, ça me permettrait de le faire tomber, par exemple. En période sèche, pour avoir une source d'énergie, n'est-ce pas pertinent de consommer ce que consomment les cyclistes pros durant leur course? Je ne sais absolument pas ce qu'ils consomment. Alors après, il y a de tout. Hein. Les mecs consomment de tout, surtout les cyclistes. Donc après, je sais pas. Peut-être que tu parles d'une boisson avec des sources de glucides, des cétones, je sais pas. Il y a de tout chez les cyclistes. Il n'y a pas réellement...
Mais bon, de toute façon, hein, on sait, hein, les boissons iso, hypo, etc., on est habitué hein, pour tout ce qui est gain d'énergie et source d'énergie en tout cas, pour l'entraînement sportif. Voilà les amis, la FAQ touche à sa fin. Sous cette vidéo, si vous voulez poser vos questions, posez-les. Ce n'est pas les vidéos, malheureusement, qui, je trouve, font le plus de vues, mais en tout cas, je trouve que c'est les vidéos où on peut échanger sur des domaines précis. Et voilà. Donc, je rappelle, pour le coaching à distance, n'hésitez pas à me contacter que sur Instagram. Au moins, j'échange avec vous. Et au moins, vous m'expliquez un peu vos objectifs et je vois si je peux vous accompagner. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas, surtout, le plus important, les amis, mettez votre question pour la prochaine FAQ que j'enregistrerai la semaine prochaine. En plus, je serai avec Fred. Et du coup, on fera ça. Donc, merci encore à tous pour la force. On se retrouve demain.